Je disais que je vais sacrifier à un rythme, enfin comment faire autrement, c'est-à-dire comparer la perception des Français de la victoire du rôle de l'Union soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale au sortir de la guerre et la perception qui s'est répandue ces dernières décennies, de façon d'ailleurs de plus en plus négative, puisque de décennie en décennie, on constate une dégradation. Alors je le rappelle, l'Institut de sondage de l'opinion publique en France, l'IFOP, en 1945, enfin entre mai 1945 et mai 2015, avait connu une inversion tout à fait étonnante, c'est-à-dire que en mai 1945, 57% des Français, c'était d'ailleurs déjà fait, mais ça montre qu'entre 1944 et mai 1945, des choses avaient déjà changé. 57% cependant pensaient que l'Union soviétique avait apporté à la Deuxième Guerre mondiale, à la victoire des Alliés de la Deuxième Guerre mondiale, une contribution décisive. 57%, c'est important. Et à l'époque, 20% pour les États-Unis, c'était à peu près du même ordre pour la Grande-Bretagne. Et puis en 2015, ça s'était pratiquement inversé. Je n'ai pas trouvé de pourcentage récent, mais je présume que ça s'est encore sérieusement dégradé pour l'Union soviétique et amélioré pour les États-Unis. Alors, chez les moins de 35 ans, le pourcentage est considérable qui impute aux États-Unis l'essentiel d'une victoire militaire. Et ma foi, c'est l'idée générale qui ressort, avec un certain nombre d'ailleurs d'autres idées, c'est-à-dire que même en ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, non seulement le rôle de l'Union soviétique est modeste, mais ce qui ressort, ce sont ces torts épouvantables. Alors, j'ai, comme un certain nombre d'entre vous aujourd'hui, excusez-moi de faire de la publicité pour ce que j'appellerais la non-histoire, mais j'ai retenu, avec beaucoup d'attention, une tribune d'historiens européens très prestigieux, qui s'appelle « La Russie falsifie la mémoire de la Seconde Guerre mondiale pour justifier ses actes les plus abominables ». Je n'en retiendrai que ce qui concerne la première partie de mon intervention, puisque j'avais l'intention de commencer cette conférence, non pas du tout par l'attaque allemande de Barbarossa, mais par ce qui nous mène à la guerre, et en particulier par les premières phases de la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 au 22 juin 1941. Puisqu'il semblerait en effet, et je vais me borner à ça sur la petite page et demie de ces affirmations assénées sans démonstration, je vais juste rappeler ceci. Il paraît que, compterait parmi les faits incontestables les faits suivants. En 1939, c'est l'Allemagne nazie d'Hitler qui a déclenché la guerre en attaquant la Pologne. À cette époque, l'Union soviétique était alliée à Hitler. Et elle a aussi envahi la Pologne. La version officielle russe selon laquelle la guerre aurait été provoquée par la Pologne est totalement fausse. Peu après le début de la guerre, les soviétiques ont également attaqué la Finlande. En 1940, ils ont envahi et annexé la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Ces agressions étaient totalement injustifiées, sans aucun caractère consensuel ou légal. Je vais à la suite. L'Union soviétique a subi d'effroyables pertes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais beaucoup d'entre elles se sont déroulées en Ukraine et ont directement touché le peuple ukrainien. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'une Union soviétique constituée de peuples très divers. Et il se trouve que je voulais commencer ma conférence par rétablir ce qui, même en 1945, en France, n'était pas établi ou était mal établi, tant avait régné l'idée
somme toute, d'une correction de l'Union soviétique à partir de la guerre du 22 juin 1941, mais une correction seulement puisque l'Union soviétique aurait en quelque sorte trahi les Alliés momentanément et de 1939 à 1941 aurait somme toute fait à peu près ce qu'elle est accusée de faire dans cette tribune d'historiens européens parue dans Le Monde d'hier. Moi, je considère que pour faire de l'histoire, il faut se renseigner sur les sources. Et les sources, même les sources publiées, puisque vous savez qu'on distingue entre les archives originales qu'on s'en va chercher dans les centres d'archives et les archives publiées, qui sont très expurgées, mais qui sont fort intéressantes tout de même, eh bien, on ne peut pas faire d'histoire sans recours aux sources. Il se trouve que je ne suis pas russophone, que je connais donc l'Union soviétique, dont je m'occupe souvent, par la perception qu'en ont les sources occidentales. Je dirais que c'est d'autant plus intéressant que les sources occidentales, surtout depuis 1917, ne peuvent pas être accusées d'une bienveillance particulière envers l'Union soviétique ou la Russie. Alors, sur cette base, je crois qu'il est indispensable de commencer par ce qui nous mène à la guerre, ce qui nous mène à la Deuxième Guerre mondiale, dans sa phase 39-41 évidemment, et en particulier dans les derniers moments. Les derniers moments, c'est au fond l'aboutissement d'un long processus que, il se trouve, j'ai longuement étudié, d'un long processus qui mène à l'impossibilité d'une alliance de revers comme celle qui avait caractérisé la Première Guerre mondiale. Car ce qu'on appelle l'alliance de revers dans nos contrées, c'est le fait que quand un agresseur s'en prend à deux pays, sur son front occidental et sur son front oriental, il est plus avantageux pour ceux qui sont agressés d'unir leurs forces, puisque ça divise les divisions à peu près en deux. Il se trouve que ça les a divisés en deux. Puisque, on vous l'a peut-être dit, et certains l'ont entendu, moi je l'ai entendu comme lycéenne, il paraîtrait que en septembre 1914, c'est à cause des taxis de la Marne que la France n'a pas été envahie. Non, c'est inexact. Ça n'est pas à cause des taxis de la Marne, il faut le dire en toute honnêteté, c'est à cause de l'offensive, même si elle a en partie échoué, du rouleau compresseur russe qui a arrêté sur le front oriental de l'Allemagne, qui a arrêté les troupes allemandes. Alors, c'est une base évidemment que tout le monde avait comprise. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on a des analystes qui ne sont pas tous nés d'hier, qui ont de l'expérience, et il faut bien comprendre que les hommes, je dis les hommes, à l'époque ce sont les hommes, qui abordent la guerre à venir, sont des hommes qui en général ont accumulé une certaine expérience et connaissent la Première Guerre mondiale et ce qui l'a précédée. Donc il y a un consensus, et je vais m'en tenir en une fois à vous dire sur quelle source je me suis appuyé. Je vais m'en tenir aux archives occidentales, je l'ai dit, les archives originales françaises, les archives publiées allemandes, les archives publiées américaines, les archives publiées britanniques, plus éventuellement d'autres. Et tout ça nous dit, avec plus ou moins de profondeur, et parmi les archives françaises d'ailleurs, les archives militaires et les archives diplomatiques, il ressort de tout cela que la question se pose de la manière suivante. À partir de 1933, les diplomates et les attachés militaires français, je vais me tenir ici aux Français, font la même analyse. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que les Soviétiques se savent menacés. Après avoir été menacés par les Japonais pendant longtemps, ils sont plus tranquilles du côté... Ils vont être plus tranquilles du côté des Japonais, ils ne le sont pas encore, mais ils sont très inquiets de ce qui se passe en Allemagne.
Et il propose depuis 1933 une alliance défensive du type de 1914. Défensive, on t'attaque, je viens à ton secours, on m'attaque, tu viens à mon secours. C'est impossible. C'est impossible parce que les Français et les Anglais ont décidé qu'il n'en serait pas ainsi. Pour ne citer que Lord Halifax, qui est si connu, et on ne le sait pas d'ailleurs, qui sera ambassadeur à Washington pendant le conflit, Halifax passe son temps à dire qu'il n'est pas question que jamais une alliance défensive ne sera conclue avec les Soviétiques. Donc, ce qui est très important, notamment compte tenu de ce que je vous ai lu, c'est que les diplomates et les attachés militaires font la remarque suivante. Proposition de Staline, ils disent toujours Staline ou quelquefois les soviétiques, mais on dira Staline. Proposition de Staline d'une alliance et de cette alliance défensive et automatique avec, bien entendu, des conditions. Des conditions qui sont notamment, je vais avoir l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mes collègues ne connaissent pas non plus la géographie, pour que l'Union soviétique puisse se trouver en contact avec les troupes allemandes, il est absolument indispensable qu'elle dispose de la possibilité de faire manœuvrer ses troupes en Roumanie et en Pologne, qui sont des alliés des Occidentaux, des alliés théoriques d'importance, ce qui n'a jamais été possible. Et, disent les diplomates et les attachés militaires, j'y insiste, ils sont tous anti-bolcheviques, ils sont tous russophobes, mais tous disent que, et ils le répètent, à date réitérée, en 33, en 34, enfin bon, je vais aller jusqu'en 39, et d'ailleurs ils le répètent le 23 août 1939. La remarque en effet qu'ils font, c'est que cette alliance passe bien entendu par la possibilité d'intervenir en Pologne et en Roumanie, et qu'il est absolument indispensable qu'une alliance militaire soit conclue, et que si cette alliance militaire n'est pas conclue, les Soviétiques seront obligés, et ils le feront forcément, de passer un compromis avec les Allemands pour gagner du temps. Parce qu'ils sont en situation d'infériorité et tout mois ou toute année gagnée sera précieux. J'y insiste, c'est répété, et je l'ai moi-même répété puisque j'ai fait 2 livres sur la question, et en particulier un très très gros, qui me donne la possibilité de montrer comment cette affirmation a été à maintes reprises réitérée. C'est impossible, et la Pologne, qui est présentée comme une douce innocente, la Pologne, il faut tout de même dire quelques mots. D'abord, il faut le dire, ni la Pologne ni la Roumanie ne sont les principales responsables, évidemment, de ce qui s'est produit. Car il faut le dire, c'était des États serfs, c'était des États vassaux, et qui étaient vassaux non seulement par des liens politiques, économiques, financiers et militaires, enfin militaires très peu, mais ces 2 pays obéissaient à ce qu'on peut considérer comme leurs vassaux, n'étaient pas protégés par eux, puisqu'aucune alliance militaire, il faut le dire, aucune alliance militaire, je vais me borner à la France, aucune alliance militaire n'a été contractée avec les pays d'Europe orientale, qui étaient cependant des alliés privilégiés. C'est tellement vrai que l'alliance militaire avec la Tchécoslovaquie était entièrement vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'alliance militaire. Il y avait une alliance en 24-25, elle n'a jamais été complétée par une alliance militaire. Donc il n'y en avait pas. Alors, me dira-t-on, à la veille de la Première Guerre mondiale, il n'était plus question de parler de la Tchécoslovaquie, puisque de Tchécoslovaquie, il n'y avait plus. Une alliance avait été théoriquement passée en 1935
entre l'Union soviétique et la France, et entre la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique, et elle était vide, pour des raisons très claires. C'est que la Tchécoslovaquie était si étroitement dépendante de la France qu'elle ne pouvait signer aucune alliance sans qu'elle fût confrontée et de très près au Quai d'Orsay et notamment à son secrétaire général. Et par conséquent, l'alliance était vide, l'alliance franco-soviétique était vide, l'alliance tchéco-soviétique était vide, et il faut le dire d'ailleurs, malgré les efforts soviétiques depuis 1936-1937 pour proposer à la Tchécoslovaquie une alliance qui ne dépendrait pas de la France, les choses n'ont pas été possibles. De telle sorte que, je vais très vite, mais vous le savez, quelque chose qui est totalement ignoré, et cependant qu'on nous a beaucoup avancé ces dernières décennies, c'est que la Tchécoslovaquie a été, enfin, on ne nous a pas dit comment la Tchécoslovaquie a été abandonnée à Munich. On nous a beaucoup parlé de Munich ces dernières années. Surtout ne pas répéter Munich. Mais Munich, c'est quoi? Munich, on le sait, c'est la possibilité donnée à l'Allemagne, qui ressort de tous les types d'archives, de conquérir une Tchécoslovaquie qu'elle n'a pas encore les moyens militaires de conquérir. Par conséquent, il faut la lui livrer sur un plateau. Ce qui est fait, on le sait, à la conférence de Munich, dont on ne nous parle jamais, dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938. Je veux juste vous rappeler quelque chose qui m'a tellement frappé que je l'ai répété dans une série de livres, et notamment dans le choix de la défaite. On a sorti directement des archives du ministère de la Guerre, où j'ai vu le document. On a un document extraordinaire d'un collaborateur de Gamelin qui explique, le 15 septembre 1938, que si la France abandonne la Tchécoslovaquie, elle sera condamnée à l'occupation et au démembrement. J'ai rarement trouvé un texte aussi prophétique et aussi précis, ce qui vous permet d'ailleurs de réfléchir au fait qu'on peut être parfaitement lucide et se diriger vers l'abîme avec l'esprit tranquille. Alors, direz-vous, mais moi j'ai entendu dire que à partir de l'autre étape, c'est-à-dire de l'occupation totale de la Tchécoslovaquie, non plus seulement des Sudètes, mais de la Bohême-Moravie et de la séparation du pays, 14 et 15 mars 1939, alors il y a eu une grande réaction, un véritable sursaut franco-anglais. C'est faux. Et alors, vous me direz, dans la Tribune du Monde, on dit c'est faux. Mais moi, j'ai démontré que c'était faux, comme énormément d'historiens, notamment d'historiens étrangers dont les travaux ne sont jamais traduits, bien qu'ils soient parfois ces travaux fort anciens. D'autant plus anciens d'ailleurs que, je l'ai dit, les archives publiées ont été publiées de façon assez précoce et qu'on sait à peu près l'essentiel depuis les publications des années 1950. Bref, le 15 mars, il faut bien le dire, en ravalant toute fierté, au vu des périls, l'Union soviétique passe son temps à proposer aux Occidentaux une réunion et désormais la conclusion d'une alliance. Ça ne se peut faire. Et ça va durer du 15 mars 1939, j'en ai donné après d'autres toutes les étapes, jusqu'à la conclusion du pacte de non-agression germano-soviétique. Alors, que faisait entre-temps la malheureuse victime polonaise, dont il faut bien le dire, le chef, successeur de Pilsudski, le colonel Józef Beck, passait, je dirais, avec une unanimité des archives absolument étonnante,
pour une hyène et un vautour, il y avait un accord de ce point de vue entre les archives françaises. Daladier adorait l'expression hyène ou vautour, et les Allemands beaucoup aussi, parce qu'on ne nous dit pas que la Pologne a même, par la bonne volonté dont elle a fait preuve, surtout depuis 1933, et plus encore après le pacte de non-agression et d'amitié du 26 janvier 1934, conclu pour 10 ans, la Pologne a fait preuve d'une bonne volonté vraiment désarmante et a trouvé que la Tchécoslovaquie qu'elle haïssait et qui possédait notamment un territoire en Silésie, Teschen, eh bien, pourrait être croquée. Elle a donc croqué un morceau, puisque ce sont les troupes allemandes qui ont conquis la Tchécoslovaquie, mais la Pologne s'est fait offrir sur un plateau le territoire de Teschen, qu'elle a dû, bien entendu, vous l'imaginez, rendre rapidement l'année suivante. Et puis, il y avait aussi la Roumanie. Alors, il faut le dire, j'y insiste, la Pologne, si on lui avait tordu le bras, aurait eu le bras tordu et aurait obéi. Je le dis parce que le meilleur plan français est un plan militaire de 1935 qui envisageait diverses solutions, dont une particulièrement intéressante, c'est que la meilleure solution, était-il dit, je le dis, vous savez, les archives sont très choquantes, la meilleure solution concernant la Pologne, dont tous les alliés potentiels ou ennemis se méfiaient, c'était que le mieux était d'en occuper totalement le territoire. Les Français, hein, ces alliés français avaient écrit ça. Bon. Mais en 1939, ils vénéraient la Pologne, qu'ils allaient mettre plus bas que terre à partir du jour où, le 1er septembre 1939, l'Allemagne, bafouant son traité d'amitié et de non-agression, attaqua la Pologne dans les conditions que vous savez. Alors, j'ai entendu l'autre jour que la Pologne avait été vaincue au bout de, je crois, 17 jours. Alors, les archives sont formelles. Un jour, la France 2. Je le dis parce que, évidemment, ça n'est pas compatible avec la chronologie officielle, mais vous savez que on peut subir des défaites militaires écrasantes et puis attendre un peu pour qu'elles soient reconnues. Eh bien, en ce qui concerne la Pologne, dont il faut le dire d'ailleurs, les élites dirigeantes ne se sont aucunement améliorées, puisque, comme disait Beck, avec l'attaque, comme disait Beck, c'est joli, c'est lyrique, c'est joli. Avec les Allemands, nous risquons de perdre notre liberté. Avec les Russes, nous perdons notre âme. Et comme il était mieux de perdre sa liberté que son âme, les dirigeants polonais, qui ont fui d'ailleurs la Pologne, se sont accommodés des choses. Il faut dire aussi, je le rappelle, que, et c'était aussi une explication d'ailleurs de, je dirais, de l'attitude roumaine. D'abord, il faut savoir que la France n'avait passé que des alliances, pas militaires, c'est vrai, mais que des alliances qui étaient tournées contre l'Union soviétique. C'était le cas de tous ses amis de l'Est, sauf finalement la Tchécoslovaquie, puisque elles étaient liées, mais contre les soviets. Alors, en 1939, je l'ai dit, il suffisait de faire pression sur la Pologne, ce qui n'a pas été fait, mais il était très commode d'imputer à la Pologne, qu'on s'est mise à vénérer pendant quelques jours ou quelques semaines, il était commode d'imputer à la Pologne et à la Roumanie, évidemment, des refus. La Roumanie refusait moins, hein. La Pologne l'opposait un autre point important à la Russie. Elle avait mis la main sur l'Ukraine occidentale, c'est-à-dire qu'elle avait raflé la Galicie orientale grâce à la France. Alors j'ai lu très récemment que
l'Union soviétique avait attaqué la Pologne en 1920. Non, il y a erreur. C'est la Pologne qui a agressé la Russie soviétique, elle n'était pas encore l'Union soviétique, en 1920, mais qui heureusement a vu sa mise sauvée par le bon allié français, de telle sorte que, je n'entre pas dans les détails, mais je le dis cependant, il y avait des territoires ethniques qui militaient en faveur, si la Russie était gentille, qui militaient en faveur de l'adjonction à la Russie de l'Ukraine occidentale. Parce que c'était une zone ethnique, vous savez qu'on adore les zones ethniques, c'était une zone ethnique ukraino-ruthénienne, c'est-à-dire en fait russe, hein, appartenant à l'ancien empire russe, enfin, ayant une population russe. Et donc, les Anglais, en 1919, quand ils pensaient écraser la révolution bolchevique, avaient trouvé astucieux de promettre aux Blancs de leur donner cette zone ethnique. Vous savez que c'est ce qu'on a appelé la ligne Curzon. Tout le monde parle de la ligne Curzon, mais enfin nous, on ne nous en parle plus. Donc, je résume. Cette ligne Curzon, elle était constituée de tous ceux dont la Pologne avait hérité, 150 km. Et la Pologne se méfiait, comme d'une peste, des réactions de la population paysanne, qui, comme elle était plutôt russe, comme elle regardait avec un œil séduit la réforme agraire, alors même qu'elle était dirigée par des seigneurs polonais, eh bien la Pologne redoutait que les paysans se ralliassent de manière désagréable aux soviétiques. Bon, entre parenthèses d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, quoi qu'on en dise, c'est ce qui s'est passé lorsque, en effet, les troupes soviétiques sont entrées en Pologne, pas vraiment en attaquant la Pologne. Elles sont entrées le 17 septembre 1939, quand il était alors définitivement acquis que la Pologne était écrasée et que si les troupes russes n'entraient pas, eh bien, désormais, il y avait une frontière commune entre l'Union soviétique et la Pologne. Il faut le dire parce que les sources sont absolument écrasantes. C'est-à-dire que ça n'a pas été une conquête, je dirais, de type colonial. Ça a été, et les archives en font foi, la nécessité de se couvrir et notamment de gagner 2 ou 3 jours de mobilisation, ce qui a été le cas. Vous noterez d'ailleurs que, puisque nous dit-on, les pays baltes ont aussi été attaqués, il y a quelque chose qui y ressemble. Quand est-ce que les pays baltes ont fait l'objet de cette entrée des troupes soviétiques? Et la Roumanie, même chose. Les pays baltes, mi-juin 1940, quand la France était écrasée, elle l'était avant, elle était écrasée le 13 mai. Mais ils sont entrés dans les pays baltes, sachant que les soviétiques avaient demandé des garanties occidentales des frontières des pays baltes, qu'elle n'a jamais obtenues, elle n'a jamais obtenu la moindre garantie que ce fût. Et donc, entrée le mi-juin, entrée en Roumanie fin juin, alors là, la France était vaincue, elle avait même signé l'armistice de juin 1940, du 22 juin 1940, et pour les mêmes raisons. Alors, évidemment, je dirais que Bonnet et consort, notre ministre des Affaires étrangères, dont certains éléments critiques disaient qu'il eût mieux valu l'appeler le ministre étranger aux Affaires françaises, je crois que c'était le cas notamment de la célèbre journaliste Geneviève Tabouis, ricanait sur l'objectif soviétique de soviétiser tout l'espace. Il faut dire honnêtement, même si après tout on n'était pas enthousiaste de cette perspective,
que la Russie ne pensait pas vraiment à l'époque à bolcheviser quoi que ce soit. Bon, les tractations finales avec la Pologne, puisque là je suis allée jusqu'en 1940, il faut se rappeler comment elles se sont déroulées, c'est-à-dire, vous le savez, qu'il y a eu théoriquement une tentative de ce que mon collègue canadien Carlet appelle l'alliance de la dernière chance, c'est-à-dire de la faire enfin, cette alliance défensive. Et puis ça ne s'est pas fait. En particulier, lorsque le 11 avril, enfin le 12 avril, sont arrivés le 11, après un séjour, si je puis dire, de 5 jours sur un vapeur, je signale qu'à l'époque il y avait des avions, les Français et les Anglais sont arrivés. Il y avait 2 militaires, je dirais, de seconde zone, face au ministre, enfin au secrétaire à la guerre, au commissaire du peuple à la guerre, Voroshilov, qui était aussi le chef d'état-major, et divers personnages d'une importance considérable. Ils ont été accueillis, donc le 12 au matin. Et ces deux personnages, je dois vous dire, dont l'un dresse peut-être l'autre, mais je ne connais que le rapport de Douminc, du général Douminc, obscur commandant de Lille, qu'on avait envoyé conclure un accord sans pouvoir de signer. Son collègue, l'amiral Drax, qui tout sautait beaucoup, n'avait pas non plus de pouvoir plénipotentiaire. Donc le 12, Voroshilov apprend de ses intermédiaires, pardon, de ses partenaires, qui ne peuvent pas signer et qui n'ont pas de pouvoir plénipotentiaire. Bon, alors, Voroshilov est sympathique, il dit, bon, bah, allez donc voir. Ah, mais non, on ne peut pas parce que la Pologne et la Roumanie ne veulent pas. Ah, ben, allez donc voir la Pologne et la Roumanie. Très bien. Ils reviennent le 14, évidemment, étant donné qu'une clique française établie à Varsovie pousse, s'il était nécessaire, les Polonais à ne surtout rien signer, ils reviennent le 14. En fait, il n'y a plus de négociation, une négociation le 12, qui n'est pas une négociation, il y a un retour, il y a un envoi le 14, ça dure une semaine, on s'en va voir les Polonais et les Roumains, et le 21, eh bien, il est clair qu'il ne se passera rien. Alors, entre-temps, voilà, c'est la thèse de l'Alliance. Évidemment, les Allemands qui ont intérêt à une guerre sur un front, puisque la guerre sur 2 fronts ne leur a pas été favorable, la précédente, font des efforts considérables qui aboutissent au résultat qu'avaient prévu les diplomates et les attachés militaires. Bien entendu, la Russie, l'Union soviétique, se laisse séduire, ma foi. Je n'insisterai pas sur le protocole secret, etc. Et ce qui en résulte, c'est non pas une alliance, et j'y insiste beaucoup, les Occidentaux le disent. Nous avons, nous, des diplomates, en particulier un auquel je rends souvent hommage, qui est un militaire devenu général d'ailleurs, Pallas, qui, de 1937 à 1940, en 1940 il a renoncé, hein, il est passé, je dirais, à la thèse officielle. Mais de 1937 à son arrivée à l'automne, à 1940, a passé son temps à dire que ça ne changeait rien aux intentions soviétiques à l'égard des Alliés. Nous n'avons pas un témoignage de diplomate ou d'attaché militaire. Nous avons une foule de témoignages concordants. Et je cite le lieutenant-colonel Luguet, qui se fera connaître. Bon, je reconnais que c'est une catégorie assez rare, mais les autres disent la même chose de manière moins enthousiaste. Voilà ce que dit Luguet, qui participera à Normandie-Niemen, le lieutenant-colonel d'aviation,
alors attaché aérien, je le cite. Le traité publié, dit-il, après le 23 août 1939, c'est un courrier du 29 août. Le traité publié est complété par une convention secrète définissant à distance des frontières soviétiques une ligne que les troupes allemandes ne devront pas dépasser et qui serait considérée par l'URSS en quelque sorte comme sa couverture. Et Pallas dit « ça ne change rien ». Et il faut vous le dire, les hommes politiques les plus anti-russes, anti-soviétiques, le reconnaissent volontiers. Paul Reynaud, qui succède à Daladier, aussi anti-soviétique que lui, se flatte en discutant avec les Italiens en 1940 que les soviétiques fassent des courbettes pour montrer aux Occidentaux comme ils sont gentils. Ce qui nous amène évidemment à ce que j'ai appelé l'URSS partiellement en paix dans la guerre. Partiellement en paix parce qu'elle participe d'une certaine manière à la guerre. Vous le savez, notamment parce que, alors, c'est l'objet d'une indignation contre la pauvre petite Finlande. Ils ont attaqué la Finlande. Alors, la Finlande, nous avons d'excellents renseignements diplomatiques et militaires sur elle, était devenue, de 1936 à 1939, un véritable aérodrome allemand. Tous les aérodromes étaient des bases. Bien. Donc, pendant des mois, avant novembre 1939, les Soviétiques proposent à la Finlande un accord. Et cet accord consiste à faire des échanges de territoires. On vous donne plus de territoires, c'est vrai, forestiers, etc. Mais nous, on veut une couverture de Leningrad. Les Finlandais, qui sont soutenus de partout, du Vatican au Reich, en passant par les démocraties, ce n'est qu'un cri contre la pauvre petite Finlande, et d'ailleurs une série de quolibets contre l'ineptie de l'armée rouge. Il faut dire que la guerre de Finlande a été extrêmement dure. La Finlande avait une violence anti-soviétique depuis que son indépendance de 1918 avait été proclamée et maintenue par les classes dirigeantes de l'ancien empire. Je rappelle que la Finlande a fait partie de l'empire russe. La population était si montée que, en effet, la guerre a été très dure, mais la guerre a été finalement remportée par les Russes. Les Soviétiques. Les Soviétiques ont appliqué à la lettre, à partir du 12 mars 1940, les clauses qu'ils avaient proposées tout l'automne 1939, avant d'envahir le territoire finlandais le 30 novembre 1939. Pas un centimètre carré de plus. Et il faut le dire, bien qu'on ne puisse pas justifier toujours l'avant par l'après, tout de même, que sans cette rectification de territoire, Leningrad, qui a souffert, ce que vous savez, aurait probablement été investi, ce qui n'a pas été le cas. Alors, partiellement dans la guerre, elle n'y est plus, à partir du 12 mars 1940. 12 mars 1940, là aussi, il faut le dire, que les Anglais apprécient beaucoup. Car les Anglais détestent les Soviétiques. Nous savons très bien que Churchill a été, en quelque sorte, le leader de la coalition anti-soviétique de 1918, le vrai leader. Et il n'a jamais abdiqué son antipathie profonde contre l'Union soviétique. Mais ce qui rend d'ailleurs la tâche particulièrement difficile à la France, particulièrement belliqueuse par la voix, les Anglais se réjouissent de tout ce qui arrive depuis l'automne 1939. Eux qui ont permis à la flotte allemande de se reconstituer par l'accord
naval de juin 1935, qui accorde à l'Allemagne théoriquement démilitarisée la capacité de reconstituer une flotte de guerre. Eh bien, ma foi, ils sont très contents que les Russes entrent dans les pays baltes parce qu'ils trouvent que finalement, sur le court terme, le danger allemand est plus grand que le danger russe. Je le dis parce que là encore, il vous suffit d'aller regarder les archives publiées britanniques. Celles-là, je crois qu'elles ne sont pas en ligne, parce que les américaines sont en ligne, et vous constaterez cette réjouissance secrète, à peine secrète, de Churchill, qui, vous le savez, était un menteur magistral. Churchill a par exemple dit que le pacte germano-soviétique était tombé sur lui comme une bombe. Ben, c'était une bombe éventée depuis longtemps, mais Churchill a passé son temps à dire aux Français qu'il fallait tout de même être raisonnable dans les ambitions d'attaque contre l'Union soviétique, puisque je vous rappelle qu'entre Daladier et Paul Reynaud, la France s'est caractérisée par ses intentions de faire la guerre à l'Union soviétique, au nord, bien sûr, et dans le Caucase. Hein, mais ça n'a pas marché, et il faut bien le dire, les Anglais n'ont pas aidé beaucoup. Bien. Alors, tout ça pour nous amener à la guerre. Mais la guerre, elle est mieux connue. Enfin, la guerre, c'est-à-dire l'agression de Barbarossa, le 22 juin 1941, après une période de tension remarquée par tous les observateurs, puisque à partir de juin 1940, ouvertement, les relations germano-soviétiques étaient très mauvaises. Elles sont devenues absolument exécrables à partir de novembre 1941. Et vous imaginez bien qu'à lire la moindre archive, même publiée, tout le monde comprend que la thèse selon laquelle Staline, qui eût mérité les oreilles d'âne, aurait été surpris par l'attaque de Barbarossa, eh bien, s'il avait été surpris, ce serait le seul dirigeant d'Europe. Parce que la Roumanie était truffée des troupes allemandes qui ont déferlé dans les conditions que vous connaissez, de telle sorte évidemment que cette situation nous amène au rôle militaire de l'Union soviétique entre le 22 juin 1941 et la libération du territoire soviétique et même au-delà. Le Café marxiste se structure en association d'éducation populaire. Si vous aimez notre travail et que vous voulez nous aider à nous développer, vous pouvez faire un don en cliquant sur le lien indiqué en description de cette vidéo. Merci pour votre soutien. Chaque euro versé permettra de faire grandir notre combat pour l'hégémonie culturelle progressiste. À bientôt. Alors, amis, alliés, un ouvrage dont je vous signale l'intérêt et qui a été traduit par l'éditeur d'Elga, qui s'appelle Les guerres de Staline, de Jeffrey Roberts, historien irlandais qui avait un prestige considérable, d'ailleurs jusqu'à une période récente, donc a fait un ouvrage qui est absolument clair sur la bonne information des soviétiques et sur autre chose, c'est que ces curieux alliés se sont trouvés dans une position telle que de septembre 1939 à juin 1941, les soviétiques avaient porté l'armée rouge de 100 divisions à 300 divisions sur la frontière occidentale et de 2 à 5 millions d'hommes. Alors me direz-vous, ce qui nous amène au 22 juin 1941, certes, l'Union soviétique a connu une période militaire terrible. Terrible. Je vous signale l'intérêt, comme il n'est pas trop lourd, je l'avais apporté, d'un ouvrage qui a été également traduit récemment,
très grand, d'un très grand historien américain, David Glantz, qui est une série de conférences. Il y en a un autre qui n'a pas été traduit de 2005, de Glantz, avec d'ailleurs un autre, avec toute une série d'autres intervenants, qui, si on le traduisait, s'appellerait L'Abattoir, sur l'histoire de la guerre germano-soviétique. L'abattoir, vu que l'Union soviétique a été transformée en abattoir. J'évoquerai tout à l'heure ce qui a été une guerre d'extermination d'une violence et d'une ampleur exceptionnelle dans l'histoire. Donc David Glantz, et je vous le recommande vivement parce que même quand on n'est pas spécialiste d'histoire militaire, c'est mon cas, je ne suis pas du tout spécialiste, vous avez là-dedans une série de tableaux, une série de chiffres qui, je dirais, convaincraient la personne la plus sceptique, c'est-à-dire que vous avez une étude des longueurs de front, une étude du nombre de divisions, une étude bien entendu des effectifs de morts au combat et en Union soviétique hors du combat, puisque vous le savez, les pertes de l'Union soviétique ont été estimées à quelque chose qui sans cesse, si j'ose dire, est réévalué. Actuellement, David Glantz estime les pertes totales soviétiques à 35 millions de morts. Et il est d'accord, dans cet ouvrage de 2005 sur l'abattoir, il est d'accord sur le fait, il est d'accord avec ses collègues sur ces effectifs, je dirais dans l'amoindrissement desquels ont eu presque un égal intérêt les Occidentaux et même les Soviétiques qui ont ainsi dissimulé leurs plaies. Avouer en 1945 qu'on était allé très au-delà des 17 millions avoués à l'époque, c'est vrai que ça diminuait, enfin ça amoindrissait l'état dans lequel cette malheureuse Union soviétique a été réduite par la guerre allemande. Alors, je voudrais à cet égard dire quelque chose que je dis souvent, mais enfin, les vérités absolues, il faut quand même les répéter. Vous savez qu'on parle des tournants de la guerre militaire, de cette guerre militaire qui, je pense qu'on pourra en rester là, a été une guerre essentiellement soviétique. Je l'ai rappelé encore récemment. Bon, la guerre, comme l'a montré Glantz, comme l'ont montré plusieurs historiens, moi je ne connais pas l'historiographie soviétique et russe, mais je connais l'américaine, et l'historiographie américaine a insisté considérablement, évidemment, sur l'ampleur de cette victoire, commencée par une situation catastrophique. Mais c'est une situation catastrophique, non pas parce que les dirigeants soviétiques ne l'ont pas prévu, mais parce qu'il faut le dire, l'Allemagne est le deuxième pays industriel du monde. L'Allemagne a, en juin 1941, encore une écrasante supériorité sur l'Union soviétique. Mais nous explique-t-on aujourd'hui, s'il y a eu tant de morts, c'est que l'Union soviétique a, à la baïonnette, poussé ses soldats à combattre, faute de quoi ils étaient tués sur place. Alors, je vais juste vous citer quelque chose qui situe le vrai tournant de la guerre. Le principal tournant de la guerre, ce qui n'est toujours pas connu. C'est cette lettre extraordinaire du général Doyen, un général vichiste, passé d'ailleurs plus vite que la moyenne des autres à la Pax Americana, plutôt en 1941 qu'en 1942, je parle des militaires. Et donc voilà ce qu'il écrit, Doyen, le 16 juillet, c'est pas lui qui l'écrit, c'est un très bon diplomate, Armand Bérard, son conseiller diplomatique. Voilà ce qu'il écrit le 16 juillet 1941, lettre envoyée à Pékin et à Kulz. Je le cite. «
Si le Troisième Reich remporte en Russie des succès stratégiques certains, je rappelle que c'est l'époque où les prisonniers de guerre soviétiques sont pris par millions. Le tour pris par les opérations ne répond néanmoins pas à l'idée que s'était faite ses dirigeants. Ceux-ci n'avaient pas prévu une résistance aussi farouche du soldat russe, un fanatisme aussi passionné de la population, une guérilla aussi épuisante sur les arrières, des pertes aussi sérieuses, un vide aussi complet devant l'envahisseur, des difficultés aussi considérables de ravitaillement et de communication. C'est pas encore le général hiver, on est le 16 juillet 1941. Sans souci de sa nourriture de demain, le Russe incendie au lance-flammes ses récoltes, fait sauter ses villages, détruit son matériel roulant, sabote ses exploitations. On ne l'accusera pas de bolchevisme, le général doyen, je le répète, c'est un général, tout ce qu'il y a de plus conforme au modèle moyen français de l'époque. Bien. Juillet, qu'est-ce qui est le tournant essentiel de la guerre? C'est la mort du Blitzkrieg. Les Allemands, non seulement n'entrent plus comme dans du beurre, mais subissent des pertes terribles. Et je le dis, je n'ai pas eu le temps de le voir encore, je vous le recommande si vous pouvez vous le procurer. Il se trouve qu'à la suite de la conférence du 29 avril, j'ai reçu une clé USB qui comporte 45 séquences commentées par Burt Lancaster, je vous prie, en 1977, sans notes, sans texte, impeccable, qui décrit la guerre soviétique et qui décrit le siège de Leningrad, enfin qui décrit tout. Eh bien, somme toute, évidemment, ce sont des actualités, toute actualité est de propagande, mais ce sont des actualités de propagande en quelque sorte cautionnées par les archives et cautionnées par les historiens militaires. Alors, ce que je ne vous dis pas, je le dis tout de même parce que ça éclaire ce que je dis ensuite sur une guerre gagnée par les soviétiques, mais dont l'Union soviétique a très peu profité, voire pas grandement profité, ou en tout cas pas longtemps, c'est que cette situation n'empêchait pas que les classes dirigeantes occidentales, et c'était le cas évidemment, c'était le sens principal de la lettre de Doyen, devait faire un autre choix à terme, et même, disait-il, dans les semaines à venir. Il exagérait un peu. Eh bien, il faut donc une demi-page sur les Russes, et puis 2 pages sur les États-Unis, qui avaient gagné la guerre précédente, et qui gagneraient celle-ci, puisque, disait Doyen, pendant 50 ans, il était pessimiste, ou optimiste, suivant les cas, pendant 50 ans, nous devrons nous habituer à obéir aux impératifs américains, puisque leur victoire de la guerre présente sera encore bien plus considérable que leur victoire de la guerre précédente. Alors, bien sûr, une victoire promise par chaos financier aux États-Unis, mais tout de même une victoire qui n'est pas militaire. Et je vous renvoie à cet égard à l'ampleur l'ampleur du descriptif de David Clance ou avant lui d'autres historiens américains. Et il faut le dire parce que c'est quand même très frappant sur la prime à la lucidité. En juillet 1941, on a eu en quelque sorte des confirmations. Pallas,
l'attaché militaire français dont je vous ai parlé était arrivé en septembre-octobre 1937, juste après l'affaire Tukhachevski, dont je parle assez longuement dans Le choix de la défaite. Alors, nous expliquons aujourd'hui, c'est un abominable complot de Staline qui voulait se débarrasser d'un rival. Ben non. Le complot Tukhachevski a existé puisqu'il prévoyait une acceptation d'une partie du haut état-major occidental de l'Union soviétique, un échange avec les Allemands. Vous nous faites entrer les troupes allemandes qui liquideront le régime soviétique et nous vous offrons l'Ukraine. Donc Pallas avait expliqué, dès l'automne 1937, alors que tous les Occidentaux disaient que l'armée soviétique excellente sous Tukhachevski, ce qui était une innovation, elle n'avait jamais dit. Alors là, était effondré que Staline liquidait son armée, que c'était abominable, etc. Eh bien, pas du tout. Pallas expliquait en 1937-1938 que, compte tenu de la militarisation du peuple soviétique, pas seulement de l'armée, il était certain que celui qui aurait l'audace de franchir les frontières soviétiques serait chassé et vaincu. Je le dis parce que j'y insiste. C'est un militaire au sens propre du terme, dépendant du ministère de la Guerre. Je dois vous dire d'ailleurs que je me suis toujours posé une question depuis 20 ans, et même plus, que j'ai rencontré Pallas. Je me suis toujours posé une question, c'est comment les dirigeants français ont laissé Pallas en poste de 1937 à 1940, avec ce qu'il leur racontait, ce qui était tout à fait contradictoire avec le reste. Bon, c'est comme ça. Et donc, il expliquait que le patriotisme soviétique ferait que les soviétiques, sans doute souffriraient d'une guerre, mais ne seraient pas vaincus. Et je veux réhabiliter aussi, parce que vous voyez, quelquefois les archives, en quelque sorte, cautionnent les contemporains. Il a été écrit un ouvrage qui, publié aux États-Unis en décembre 1941, a été un best-seller en 1942 et 1943, mais un vrai best-seller, réédité, je ne sais plus, 25 fois, enfin c'est un succès de librairie extraordinaire. C'était la Mission to Moscow, la mission à Moscou, d'un conseiller financier, enfin d'un financier, c'est très fréquent aux États-Unis. Vous financez une campagne, vous êtes nommé ambassadeur. Donc, il avait été nommé ambassadeur, ce Joseph Davis, de la fin de novembre 1936 à juin 1938. Il avait assisté au grand procès. Et il avait entendu des témoignages qui l'avaient ébranlé. C'est-à-dire qu'il pensait que les traduits en justice étaient coupables. Et dans Mission to Moscow, il dévoile son journal de l'époque, de 36-38, et il fait cette remarque. Il fait la remarque évidemment que, compte tenu de ce qu'il a compris à ce moment-là, les soviétiques ne seront pas vaincus, et en juillet 1940, on a dans Mission to Moscow le compte-rendu du 16 juillet 1940, excusez-moi, 16 juillet, pardon, oui, 41, pardon, 16 juillet 1941, il va voir Roosevelt, et il lui dit, les soviétiques ne seront pas vaincus. Bah, écoutez, 16 juillet, c'est la date du courrier de Doyen. Et ils avaient raison, c'est-à-dire que, voilà, ils avaient établi un rapport de force, et ils avaient établi quelque chose de confirmé, évidemment, par des sources directes, mais qui permet de comprendre que la thèse du soldat poussé à la baïonnette
à gagner la guerre, c'est une thèse fantaisiste. Alors, il y avait une très grande lucidité des spécialistes occidentaux, n'est-ce pas? Cette grande lucidité, eh bien, ma foi, elle est confirmée, puisque je laisse tomber évidemment le détail, le détail militaire, mais vous le savez, après 2 années 1941 et 1942 extrêmement difficiles, les soviétiques, comme tout pays en guerre qui sait conduire une guerre, en 1943-1944, non seulement redressent la situation, encore qu'ils aient remporté, j'allais dire, des victoires, des quasi-victoires essentielles, c'est-à-dire que Moscou n'a pas été prise, que Leningrad n'est pas tombé, malgré un siège de 900 jours, qui ne finira qu'en 1944, au terme duquel on s'apercevra qu'un bon million de personnes sont mortes sur un peu plus de 2, eh bien, que les lucides ont eu raison et que l'URSS est seule à porter le fardeau de la guerre. Depuis juillet 1941, Staline a présenté les buts de guerre, tous les buts de guerre. Ces buts de guerre sont très simples. Outre un but de guerre annexe, si je puis dire, c'est-à-dire une aide occidentale qui consisterait en l'ouverture d'un second front, qu'il faudra attendre 3 ans. Une autre donnée essentielle, très intéressante à la lecture de la situation plus contemporaine, c'est-à-dire une zone de sécurité. Que demandent les soviétiques? La fin du cordon sanitaire. Et en particulier, quelque chose relevant de la quadrature du cercle, il faut bien le dire, compte tenu des élites dirigeantes polonaises, habituées à l'occupation germanique, allemande ou autrichienne, et très liées d'ailleurs à l'occupant, compte tenu de ces habitudes, eh bien, il était extrêmement difficile de compter sur un véritable changement en Pologne. De telle sorte que la demande essentielle consistait à avoir en Pologne un gouvernement qui ne fût plus hostile sur le plan extérieur à l'Union soviétique et qui ne put en aucune façon constituer une voie d'invasion de l'Union soviétique, comme ça avait été le cas historiquement. Vous savez qu'il attendra beaucoup. Il attendra beaucoup, mais nous dit-on aujourd'hui, bon, il n'y a pas d'envoi de division alliée, mais beaucoup de louanges. On aime beaucoup l'Union soviétique, sur le papier. Uncle Joe, les louanges de Churchill, les louanges américaines. Je vous recommande vivement, au-delà des archives, de lire là encore un témoignage qui n'est pas connu aujourd'hui, mais passionnant, qui est d'un important représentant de l'AFP à Washington, qui s'appelait Jean Davidson, et qui a publié en 1953, après sa démission définitive, il a fait de la sculpture après, qui a publié un ouvrage qui s'appelle « Correspondant à Washington ». Il a été correspondant de 1945 à 1952. Et il fréquentait évidemment les milieux dirigeants. Et il vous décrit ces milieux dirigeants à l'époque où on parlait avec beaucoup de sympathie publique d'Uncle Joe, qui montre que finalement rien n'avait changé, ni dans l'antipathie à l'égard de l'Union soviétique, ni dans le traitement des soviétiques comme quantité négligeable. À chaque fois qu'ils entraient quelque part dans une réception, tous les Occidentaux parlaient changeaient de conversation.
Et par conséquent, vous y trouverez un écho, je le répète, des archives particulièrement intéressants, et il faut le dire aussi particulièrement intéressants sur les milieux politiques français et leur dépendance envers les États-Unis. Alors, entendez-vous, depuis très longtemps, l'Union soviétique a remporté la guerre parce qu'elle a martyrisé ses soldats, et puis aussi parce qu'elle a bénéficié du pré-bail. Je vous renvoie à cet égard au calcul très précis qu'ont fait toute une série de chercheurs soviétiques, chercheurs américains, et puis le livre de Roberts dont je vous ai parlé. Alors, Roberts, qui d'ailleurs parsème son ouvrage de référence au dictateur, parce que ce sont parfois les règles de la publication occidentale, Roberts rappelle que cette contribution a été très modeste, comme d'autres chercheurs, en particulier d'ailleurs une chercheuse américaine s'appelle Susan Lintz, et qui a fait en 1985 un très intéressant article dans le Journal of Economic History qui s'appellerait, si on le traduisait, l'aide étrangère et le relèvement soviétique d'après-guerre. Bon, là, c'est vrai qu'elle reconnaît que c'est nul, mais elle reconnaît aussi que c'est modeste, très modeste pendant la guerre, important dans certains domaines. Ça a été très important pour les jeeps, notamment, pour les déplacements rapides. Mais, bref, ça représenterait 4% du revenu national soviétique. Ce qui veut dire que cette guerre, cette victoire militaire, a été aussi une victoire économique, et, comme le dit Roberts, que cette aide, somme toute modeste, n'a été accordée qu'après la victoire soviétique de Stalingrad, quand la question ne se posait plus de savoir si l'Allemagne serait vaincue, mais quand elle serait vaincue. Alors, c'est modeste, le deuxième front ne vient pas, l'URSS est considérée comme la cinquième roue du carrosse, puisqu'elle ne participe de fait. Enfin, si, elle participe à une conférence internationale, disons une conférence anglo-américaine, dans l'ensemble de la guerre avant Yalta et avant Potsdam, c'est-à-dire à Téhéran, en novembre 1943. Présence totalement cosmétique. D'ailleurs, si vous avez un doute, vous avez les ouvrages en ligne. Bon, ils ne sont pas traduits, hein, c'est pour les chanceux anglophones. Vous avez les Foreign Relations of the United States qui sont en ligne et qui ont fourni, ça fait en général 1200, 1500 pages, et qui ont fourni pour chaque conférence anglo-américaine, internationale, enfin avec les soviétiques, hein, anglo-soviéto-américaine, non seulement les actes des conférences, mais toute une partie préparatoire. Vous comprendrez, comme l'ont compris l'historiographie américaine dite révisionniste, depuis les années 1960, que tout ce qui a été raconté sur les conférences de la guerre, et notamment sur Yalta, est faux. Et il faut que vous sachiez que, je dirais, le public cultivé américain, le public universitaire américain, c'est-à-dire rien, savait depuis 69-70. L'ouvrage sur Yalta est un ouvrage d'une historienne à laquelle je tiens à rendre hommage, qui s'appelle Diane Clemens. Eh bien, elle a compulsé les archives publiées. Et elle en a tiré ce qui est encore ignoré en France, puisque vous savez qu'on nous a répété pendant longtemps qu'à Yalta, Staline avait profité de la paralysie d'un Roosevelt mourant et de la faiblesse forcée d'un Churchill grommelant pour imposer sa tutelle sur l'Europe orientale martyrisée.
ce qui est pris en compte par nos historiens européens, puisqu'il paraît que à partir de 1945, si l'armée rouge a bien libéré l'Europe de l'Est, les peuples de ces pays n'ont pas vécu l'occupation soviétique comme une libération, ils n'ont jamais choisi ces régimes répressifs. Ça n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais un historien sérieux pourrait faire un descriptif de ce qui a été la liberté de choix électoral des démocraties. Une consultation des archives serait à cet égard extrêmement utile. Alors, ma foi, refus du second front, mais à partir de juin-juillet 1944, le territoire soviétique est libéré, et donc l'Union soviétique libère les pays occupés par l'Allemagne. Aujourd'hui, nous dit-on, les asservis. Et je n'insisterai pas, d'ailleurs, Éric Branca, qui est venu récemment, a insisté beaucoup, il faut se rappeler, ce que personne ne nous dit ces temps-ci, que le débarquement est non seulement possible parce que les États-Unis peuvent y pratiquer une sorte de symbole de la stratégie périphérique, je vais m'expliquer, mais donc à partir de juin 1944, vous le savez, le 6 juin, nous parvenons à une situation qui est celle du débarquement anglo-américain. Jusque-là, l'apport anglo-américain à la guerre est quasi nul. Je le répète souvent parce qu'on ne boude pas son plaisir, le général Bétoir, qui est un général putschiste comme tout le monde, ou presque tout le monde, disait en mai 1944, à l'époque où la France grondait très fort parce qu'elle subissait des bombardements terribles, mais des bombardements sans effet militaire aucun sur le potentiel militaire allemand. Et donc, dans ces conditions, Bétoir fait un bilan de ce débarquement qui est attendu de tous. Mai 1944. Et que dit-il? Bon, il dit ce que Glantz dit, c'est-à-dire que la guerre, elle est jusqu'en 1943 à 90% soviétique. Pas 80, 90. Et puis après, grosso modo, en 1944, à 80. Puis, à partir des premiers mois de 1944, un peu moins. Et que dit Bétoir? Il dit, voilà, la Russie, l'Union soviétique, l'armée rouge représente encore plus de 60%. Mais ce qui est neuf, c'est que plus du tiers du front, et donc d'un front essentiellement, enfin largement occidental, plus du tiers du front est maintenant représenté par les forces de résistance. Vous savez, ceux dont M. Vievorka, un des signataires de la tribune dont je vous ai parlé, présentait comme une sorte de petit zapouski qu'on avait organisé pour escorter gentiment Eisenhower débarquant en France et faire semblant de donner à la résistance française une aura qu'elle n'avait pas. Non. 33%, dit un de nos chefs militaires, réhabilités comme les autres d'ailleurs par De Gaulle. Et donc, combien il restait pour les anglo-américains? On est en mai 1944, 6% du front total. En Italie, où on le sait, la conquête n'a pas été si facile que ça, puisque les Allemands ont résisté. Bien. Donc, ma foi, à partir de 1944, non seulement les Occidentaux les Américains, appliquant la même tactique qu'en 1918,
viennent en quelque sorte consolider les résultats militaires et les favoriser sur le terrain, je le dis, et il faut le dire, qui ne connaît pas la stratégie périphérique américaine ne comprend pas les guerres mondiales. En 1918, on nous explique que les États-Unis sont intervenus en 1917. Ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne en avril 1917. Les soldats américains sont entrés en territoire français en mars 1918. L'affaire était pliée à l'ouest. Elle ne l'était pas à l'époque à l'est. Et c'est une situation inverse dans la Deuxième Guerre mondiale. Je le dis parce que c'est un peu une anticipation, mais il y a des gens qui s'étonnent beaucoup des développements récents sur le pacte atlantique. C'est qu'ils ne connaissent pas les archives américaines, et même les archives américaines très officielles. Les débats de ratification du pacte atlantique en avril, fin avril 1949, rendent à peu près le même son que ceux qui résultent de récentes déclarations selon lesquelles les États-Unis se détourneraient de l'Europe et ne compteraient pas y envoyer des forces massives. Je le dis parce que une stratégie périphérique, c'est le fruit d'un rapport de force et d'une histoire militaire. Quand vous n'avez pas sur votre territoire d'ennemis qui menacent non seulement vos frontières, mais qui anéantit votre pays, qui le pille, etc., vous n'avez besoin que de forces plus modestes que les pays qui sont régulièrement attaqués. Ceci simplement pour réfléchir, puisque l'histoire nous aide à comprendre l'actualité, pour réfléchir à des développements d'aujourd'hui. Alors, débarquement, sphère d'influence, non. La question n'a jamais été discutée. La question avait été discutée entre Anglais et Soviétiques. Elle n'est pas discutée par Roosevelt, qui est décidé à ce que les choses se règlent en fonction des forces respectives issues de la guerre. Je voudrais à cet égard ne donner qu'un exemple. En février-mars 1944, l'ambassadeur américain à Moscou, Averell Harriman, qui est l'héritier d'un énorme empire financier, notamment ferroviaire, communique au département d'État son analyse. Il est en poste à Moscou depuis 1943. Et il explique que l'Union soviétique est tellement affaiblie, tellement misérable, qu'elle se contentera d'une promesse d'1 milliard de dollars et qu'elle n'ira pas plus loin et qu'elle sera dans l'incapacité de se ménager une sphère d'influence en Europe orientale. Il s'est trompé, parce que, momentanément, je dirais l'ampleur de la victoire de Stalingrad et l'ampleur des victoires qui ont suivi ont donné un léger avantage aux revendications soviétiques, enfin ont permis aux revendications soviétiques de fin du cordon sanitaire d'être opératoires pendant un certain temps. Mais avec une situation beaucoup moins favorable à l'Union soviétique, même d'ailleurs que ne le pense Staline, qui est très inquiet de l'avenir, mais qui pense que les frontières de l'Union soviétique et la définition de ses alliés sont un phénomène qui va être stable assez longtemps. C'est une erreur d'appréciation, et je dirais, alors que, il faut le savoir, la guerre n'a pas été occidentale pendant très longtemps, elle l'est de moins en moins, enfin elle l'est 6 mois, 7 mois,
Et puis, comme l'a très bien montré un remarquable historien américain décédé maintenant, qui s'appelle Gabriel Kolko, qui a fait un très bon ouvrage sur la guerre, sur les États-Unis et la guerre de 43-45, et puis sur la période 1954. Kolko a très bien montré, il a fait des calculs qui étaient bons en 69 et qui le restent, desquels il ressort que, après avoir fait dûment souffrir les troupes occidentales, c'est là que les Américains ont perdu le plus d'hommes dans l'offensive des Ardennes, à l'hiver 1944. Puisque le maximum des pertes américaines a été, le maximum relatif des pertes américaines, je le rappelle, estimé entre 245 et 300 000 morts, militaires, tous militaires, exclusivement militaires. Donc, dans cet ensemble, évidemment très dommageable, mais tout de même très modeste, une grosse partie a été imputable aux dizaines de milliers de morts de l'offensive des Ardennes. Après cette offensive des Ardennes, de décembre 1944, comme Kolko l'a montré, sur l'ensemble des divisions, 27 à l'ouest, 27, il y en avait 48, en juin 1944, il y avait 48 divisions allemandes, en juin 1944 en France. Donc, à partir de l'offensive des Ardennes, sur 27 divisions à l'ouest, plus de 200 à l'est, 26 sont entièrement consacrés à évacuer les forces armées allemandes avec tout le matériel naval et terrestre et aérien, ou ce qui en reste, vers les zones occidentales. Elles ne servent plus qu'à ça. En revanche, comme vous le savez, le ravage dans l'est de l'Europe est complet jusqu'au bout, puisque la chute même la chute dans les mains soviétiques de Prague, c'est le 9 mai. C'est-à-dire presque un jour après la victoire proclamée sur le front allemand. Alors voilà, c'était en quelque sorte une course-poursuite pour que la zone d'influence soviétique fût la plus limitée possible. Mais, direz-vous, tout de même, l'Union soviétique avait obtenu à Yalta quelques petites concessions. Alors, les pertes soviétiques sont estimées entre 200 et 600 milliards de dollars. On ne sait pas. L'Union soviétique a réclamé à Yalta la moitié des réparations qui seraient accordées. On ne s'était pas mis d'accord sur 20 milliards, donc si vous voulez, sur le papier, quelque part sur le papier, il est question de 10 milliards de dollars de réparation. Je vous laisse calculer quel est le rapport entre 10, 200 et de 200 à 600. Et sans céder à la polémique, il faut tout de même remarquer, comme Molotov l'a fait très poliment remarquer aux Américains, qui sont restés quoi parce qu'il n'est pas grand-chose à dire, que la seule saisie des prises de scientifiques allemands avec toute une série de leurs équipements, ceux-ci d'ailleurs, nazis jusqu'à l'os, se jetant dans les bras des Américains en disant voilà, maintenant on va se retourner contre les Soviétiques. Cette seule prise
a représenté plus de 10 milliards de dollars comme un pionnier de l'histoire de ce qu'on appelle l'opération trombone, l'opération paperclip, qui s'appelle Clarence Lasby, dès 1974, l'avait montré. Donc, il faut le dire, une victoire écrasante sur le plan militaire, c'est en effet l'Union soviétique. Monsieur Branca le rappelle aujourd'hui, je crois que c'est dans le Figaro Histoire, je ne sais pas si ça paraît dans le Figaro, moi j'ai vu l'article, une victoire écrasante, c'est l'armée rouge, et l'armée rouge toute seule qui a cassé les reins de la Wehrmacht dans des conditions de faiblesse que vont dérouler les décennies suivantes. Sachant, et il faut le préciser, que de 1942 à 1945 n'ont cessé de se succéder des négociations de retournement des fronts, dont l'exemple le plus connu, pas si bien connu que ça, puisqu'il l'est grâce aux mémoires très falsifiées d'Olin Dulles, c'est-à-dire le responsable des services secrets américains, Office of Strategic Services, envoyé par Roosevelt en novembre 1942 à Berne, grosso modo pour reconstituer l'Allemagne, l'Europe occidentale, et tenter de conserver aussi l'Allemagne orientale. Donc, on connaît l'opération dite Sunrise, hein, l'opération du lever du soleil, c'est-à-dire l'opération qui a consisté pour Dulles à négocier avec le général SS Karl Wolff, chef d'état-major personnel de Himmler, tenu pour responsable de l'assassinat de 300 000 juifs, la capitulation de l'armée Kesselring en Italie, ce qui a été effectif le 2 mai, à la grande fureur de Staline, impuissante. La capitulation de l'Italie a été reçue dans les seules mains occidentales, et toute une série d'historiens, dont je vous épargne la liste, a remarqué il y a bien longtemps que, en matière d'unilatéralisme reproché si vivement à l'Union soviétique en Europe orientale, les Occidentaux avaient donné le là. Alors, mais dites donc, je suis peut-être allé trop loin, moi. Je vais terminer sur l'essentiel. Je dirais sur l'essentiel qui est aujourd'hui bien tu. C'est-à-dire ce qu'il faut appeler la guerre allemande d'extermination. Et qui fait l'objet, il faut le dire, d'une falsification historique depuis fort longtemps. J'ai le souvenir, comme enseignante en activité, avant ma retraite de l'enseignement prise en 2010, d'avoir enseigné, ça devait être en 2005-2007, une question de concours qui avait donné lieu à des déploiements tout à fait conformes d'ailleurs à la vision qui règne aujourd'hui. Un de mes collègues, décédé à cette heure, Jean-Jacques Becker, voilà, je vais vous le citer parce que c'est aussi un historien très prestigieux. Mis à part qu'elle s'est déployée sur des espaces bien plus vastes, mis à part le coût extravagant des méthodes de combat surannées de l'armée soviétique, sur un plan strictement militaire, la Seconde Guerre a été plutôt moins violente que la Première. C'est assez amusant, si je puis dire, qu'une Seconde Guerre moins violente est aboutie, dans un cas, à 35 millions de morts, côté soviétique, dans un autre, parce que ça, on n'en parle jamais, il est vrai que les morts de l'Est n'existent pas du tout. Alors, de l'Extrême-Orient, n'en parlons pas. 18 millions de Chinois, quand même. Japonais, n'est-ce pas
je ne voudrais pas dire que les pertes de la Première Guerre mondiale sont négligeables, mais les pertes majeures, c'est 1,5, 1,7 millions d'habitants qui ont ravagé la jeunesse française, la jeunesse allemande. Rien n'existe de comparable. Mais c'est vous dire que au début des années 2000, donc il y a près de 20 ans, eh bien ma foi, non, il y a 20 ans, courait cette idée que, là encore, les soviétiques étaient pour l'essentiel responsables de leurs pertes énormes. Cette guerre est d'une barbarie inédite. D'une barbarie inédite par les mesures décidées, qui ont fait de la Wehrmacht une armée, je dirais, qu'on ne saurait dissocier de la SS. Alors, les historiens, vous savez, les historiens néantisés, on sait aujourd'hui comment on néantise des populations entières, a été néantisée, vous le savez, l'Allemagne orientale, qui avait vraiment commis des fautes suprêmes. L'Allemagne orientale a eu de remarquables historiens, remarquables, et très critiques, parce qu'eux, ils voulaient décortiquer l'histoire de l'Allemagne nazie, et ils avaient, dans les années 1949, même avant 49, même avant la fondation en octobre 1949 de la République démocratique allemande, ils avaient fouillé le maximum d'archives. Hein. Tout ce qu'ils avaient pu découvrir, ils l'avaient raconté. Et ils avaient dégoté toutes les traces, donc dès les années 50, de cette guerre menée conjointement par les forces nazies et par la Wehrmacht. Vous savez qu'il a quand même fallu attendre la réunification, pratiquement, pour que, et même plus que la réunification, par exemple dans les années 2000, ait commencé à régner dans les milieux cultivés, malheureusement pas grâce à l'extension de la presse, et commencé à régner l'idée que la Wehrmacht était aussi coupable que les forces SS. Et que d'ailleurs, elles avaient passé leur temps, à partir de 1939, contre la Pologne, et de 1941, contre la Grèce, la Yougoslavie, puis l'Union soviétique, et tous les pays d'Europe de l'Est, qu'elles, enfin, on ne dirait pas les alliés, pas les satellites, bon, mais que cette guerre d'extermination avait été menée conjointement, que les SS ne pouvaient pas aller massacrer les Juifs, on ne pouvait pas faire babillard en septembre 1941, dans les fossés proches de Kiev, on ne pouvait pas faire babillard, 34 000 morts, sans l'appui considérable de la Wehrmacht. Donc il paraît, maintenant a-t-on reconnu, que la Wehrmacht n'était pas propre. Mais vous concéderez que ça a été tout de même très long. Je ne donnerai que 2 exemples. Le décret de Keitel, le chef d'état-major, le chef de la Wehrmacht, le décret dit du commissaire du 8 juin 1941 qui préconisait, qui prescrivait l'exécution des commissaires politiques communistes intégrés à l'armée rouge. Évidemment, ils étaient en effet responsables de, je dirais, de la bonne conservation du moral des soldats confrontés à une situation bien difficile. L'ordre de ne pas faire de prisonniers, c'est-à-dire massacre généralisé à la fin des combats. Vous savez qu'il y a eu un taux d'exécution des prisonniers de guerre absolument inouï, non comparable à la Première Guerre mondiale. Dans la Première Guerre mondiale, les pertes de l'Est ont été beaucoup plus considérables, beaucoup plus qu'à l'Ouest. Mais là, ça a été 3 300 000 prisonniers de guerre, surtout la première et la deuxième année, et surtout la première année,
qui ont été en très bonne forme. Moi, j'ai des dossiers de travailleurs français qui l'établissent, de travailleurs forcés qui correspondent à leur famille et qui disent on a vu des soviétiques en très bon état et puis on les a vus ressortir quelques semaines après en guenilles, c'est-à-dire qu'on a fait mourir de faim, mourir de soif, dans des conditions de massacre qu'on n'a jamais vues. Vous remarquerez d'ailleurs, alors famine, soif, typhus, travail esclave, etc. Je pense que vous savez que les communistes fanatiques, qualifiés de tels, ont été livrés par la Wehrmacht à la SS en décembre 1941 pour éprouver les premiers gazages au gaz Zyklon B. Voilà pourquoi ce ne sont pas des dizaines d'oradours, voire des centaines d'oradours, comme ont été connus sur le front occidental les situations à partir du moment où la résistance est devenue très importante, à partir de 1943, car à partir de 1943, c'est vrai, sur le front occidental, notamment en Italie et en France, les méthodes ravageuses qui avaient été appliquées systématiquement à l'Est ont été appliquées, notamment par la circulaire Speer de février 1944, mais dont l'application de fait avait commencé dès 1943. Ce sont des dizaines de milliers d'oradours qui ont eu lieu en Union soviétique. 1700 villes, 70 000 villages, 32 000 entreprises industrielles rayées de la carte, des travailleurs de l'Est déportés, enfin, bref, une guerre ravageuse, qui fait que le 8 mai 1945, l'URSS, déjà exsangue, privé du bénéfice de la Grande Alliance tant célébrée avec l'Uncle Joe de 1941-42 au début de 1945, eh bien, ma foi, que cette situation, cet avantage était perdu et que a suivi la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a appelé l'endiguement, qui nous fait entrer dans autre chose, qui n'a pas été un endiguement, comme l'ont montré une kyrielle d'historiens anglophones, dont aucun n'est traduit en France, a été donc organisé, non pas un endiguement, mais un rollback, un refoulement dont les manifestations les plus évidentes sont apparues en 1989, mais qui ont été prévues dans des conditions de prédiction, de préscience tout à fait remarquables. Et je terminerai là-dessus. C'est en 1952 qu'Armand Bérard, qui avait rédigé la lettre du 16 juillet 1941, a fait cette révélation que je présente dans un livre qui a été publié chez Delga et qui s'appelle « Aux origines du carcan européen », qu'il prévoit que la force conjuguée des États-Unis et de l'Allemagne rendue à la gloire et à la puissance vont obliger l'Union soviétique à céder les territoires sur lesquels s'était établie son influence à la faveur de la victoire militaire de mai 1945. Je vous recommande la lecture de cette missive, il faut vous le dire, d'un haut fonctionnaire qui avait été traité très actif sous Vichy, il était la plume du général Doyen, qui était très très pro-américain, peut-être un petit peu moins au fil des ans, puisqu'il avait fait un poste aux États-Unis, et puis un poste en Allemagne, mais qui est, je dirais, d'une lucidité extraordinaire sur ce qui caractérise la Deuxième Guerre mondiale, la victoire écrasante d'un belligérant sur le plan militaire,
la victoire écrasante d'un belligérant tardif et partiel grâce à la puissance financière démultipliée entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième. J'en ai terminé.